Lundi 2 décembre, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur RTI 1 en ce début de semaine. Il est au Sénégal. Le président Alassane Ouattara prend part à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Une plateforme de réflexion visant à trouver le juste équilibre entre le développement durable des États et la soutenabilité de la dette. Lutte contre le VIH-Sida. Hier 1er décembre, date de la journée mondiale de lutte contre la maladie. Le vice-président a participé à la cérémonie officielle et dans tout le pays, de nombreuses actions voient le jour pour soutenir cette lutte et mettre fin à la transmission du VIH-Sida. Ouverture ce lundi de la COP 25 de Madrid. La Côte d'Ivoire est en Espagne et les attentes du pays portent entre autres sur le renforcement d'expériences de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud dans l'action climatique. Et puis ce lundi, à l'hôtel des Invalides à Paris, le chef de l'État français Emmanuel Macron et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta ont rendu hommage aux 13 soldats français tombés au Mali lors d'une opération anti-djihadiste la semaine dernière. Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce lundi 2 décembre pour Dakar au Sénégal, où il va prendre part à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable, co-organisée par la présidence de la République du Sénégal et le Fonds monétaire international, en partenariat avec les Nations Unies et le Cercle des économistes. Sur place à Dakar, demain mardi, le président Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, va présider un sommet extraordinaire de l'UEMOA consacré à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les États membres. Lutte contre le sida, la célébration officielle de la journée mondiale en Côte d'Ivoire a eu lieu dans la commune de Jacquesville, dans le sud du pays. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a pris part à cette 31e édition. Il a souligné les efforts faits par le gouvernement en matière de lutte contre le sida. Franck Wadio. Un défilé pour marquer la thématique 2019, en substance l'implication des communautés engagées dans la lutte contre le VIH-Sida. Jacquesville, en présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan, abrite la 31e édition de la Journée mondiale de lutte contre la pandémie. Pour la présidente du réseau ivoirien des personnes vivant avec la maladie, le défi demeure mettre fin à la stigmatisation. Il convient de rappeler que le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 495 143, dont 28 000 enfants. Malheureusement, 16 000 décès liés au VIH ont été enregistrés en 2018 selon le rapport ONU-SIDA. Devenue aujourd'hui une maladie chronique, la perception du sida doit véritablement changer dans les habitudes des communautés afin de réduire considérablement la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida. 69% des personnes vivant avec le vecteur VIH-Sida connaissent aujourd'hui leur statut sérologique. 85% des personnes séropositives sont en phase de traitement, une avancée selon le ministre de la Santé, Jenaka Awele. Ces actions de prévention nous ont permis une baisse de 32% des nouvelles infections à VIH comparativement à l'année 2010. La baisse attendue en 2020 est de 75%. Concernant l'objectif d'élimination du sida pédiatrique, le taux de transmission de VIH de la mère à l'enfant est passé de 22,6% en 2010 à 2% en 2018, contre un objectif de moins de 2% en 2020. Ces résultats nous donnent l'espoir que mettre fin au sida, c'est possible. Pour le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, vice-président du Comité national de lutte contre le sida PNLS, il faut saluer les efforts réalisés en matière de la réduction du taux de prévalence nationale du VIH-Sida qui est passé de 4,7% en 2005 à 2,6% en 2018. L'État entend s'engager davantage pour minimiser l'impact de la maladie d'ici à 2030. L'État de Côte d'Ivoire entend jouer son rôle conformément aux engagements pris. Tant cela qu'en plus, le gouvernement a élaboré d'une part
un plan national stratégique de lutte contre le sida 2016-2020 d'un coût de 556 milliards de francs CFA, aligné donc sur le plan national 2016, le plan national de développement 2016-2020. Son Excellence, le Président de la République, a annoncé une subvention dans le cadre de la contribution de fonds additionnels de l'État au financement du plan d'approvisionnement en médicaments, en tests réactifs et aux autres intrants de laboratoire à hauteur de 21 milliards de francs CFA sur 3 ans. Les Nations Unies, à travers les différents leviers de financement et de soutien, de même les États-Unis, ont réaffirmé leur engagement. Le vice-président Daniel Kablan-Dekan a aussi sollicité une meilleure implication du secteur privé, tout en se félicitant de la reprise de la célébration tournante. Cette 31e édition à Jacquesville a duré 3 jours. La particularité, un village communautaire dressé par les différents acteurs pour porter la sensibilisation. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, a rencontré ce lundi son homologue ghanéen. Les deux présidents de Parlement ont abordé des questions communes à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Aboulaye Koné. C'est une visite qui vient renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, un échange de bons procédés entre les parlements des deux pays. Nous avons discuté sur les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir renforcer les relations qui lient nos deux pays frères. C'est aussi bien que chaque parlement puisse avoir un contact avec l'autre parlement. Nous allons apprendre à interagir en matière de tourisme pour que nos peuples puissent se connaître et apprendre les uns des autres. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux principaux producteurs de fèves de cacao au monde. Ils partagent des frontières communes, mais également le Parlement de la CEDEAO, autant de proximité qu'ils entendent fructifier sur le plan diplomatique et parlementaire. Processus électoral en Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante a eu une séance de travail avec l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Au terme des échanges, le diplomate a dit la volonté de son pays et des partenaires techniques et financiers d'apporter leur contribution au bon déroulement des échéances électorales à venir. Alexis Ouedraogo. 2 heures d'échange sur 2 sujets majeurs, la sensibilisation des populations aux questions électorales et la contribution des partenaires internationaux, notamment l'Allemagne, à la réussite du processus électoral. Nous sommes en train actuellement de discuter entre les pays qui forment l'Union européenne avec le système des Nations Unies et aussi avec le gouvernement national de quelle façon nous pouvons contribuer à que ça se passe bien. Ibrahim Koulibaly Kouiber s'est pour sa part tenu rassurant. Il a annoncé pour les prochains jours l'installation des commissions électorales locales et la révision de la liste électorale. À partir de demain mardi et ce jusqu'au vendredi 6 décembre prochain, les travaux de la 14e réunion régionale africaine de l'OIT se tiennent à Abidjan. Il s'agit entre autres de définir pour la période 2020-2030 un agenda qui va prendre en compte les priorités du continent, et cela en matière de travail décent et de progression de la justice sociale. Mamadou Kwasi. Abidjan, capitale africaine du travail. Après 1999, la Côte d'Ivoire abrite à partir de ce mardi 3 décembre jusqu'au 6 décembre prochain la réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail, OIT. La 14e édition du genre qui va réunir 500 participants de 54 États africains. Il s'agit pour le mandat tripartite, c'est-à-dire les gouvernants, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ainsi que les organisations internationales des ONG, d'évaluer le progrès accompli par les pays africains depuis 2015. À la 13e édition de cette rencontre. Cette évaluation se fera à la lumière du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda de l'Union africaine. Pendant 3 jours, les experts africains en charge du travail vont poursuivre leurs réflexions sur l'avenir du travail à l'aube du 2e centenaire de l'OIT. Définir ensemble un agenda du travail décent pour la prochaine décennie 2020-2030. Vers plus de justice sociale, façonner l'avenir du travail en Afrique est le thème autour duquel vont se dérouler les travaux de cette 14e réunion régionale africaine de l'OIT. Occasion pour le mandat tripartite africain d'identifier également la voie à suivre au niveau régional pour parvenir à un travail décent et à une justice sociale. Il faut rappeler que cette rencontre d'Abidjan constitue la dernière étape de la célébration du centenaire de l'OIT.
On parle environnement et on se rend à Madrid pour l'ouverture de la COP25. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 2019 va se hisser dans le top 5 des années les plus chaudes. La rencontre ne suscite pas un grand enthousiasme en Espagne, mais pour les 2 semaines à venir, des sujets techniques sont à l'ordre du jour. De fait, il faudra attendre 2020 et la COP de Glasgow pour espérer voir les États rehausser leurs ambitions. La Côte d'Ivoire est présente en Espagne pour cette COP25. Les attentes du pays à ce rendez-vous international en faveur du climat ont été exprimées par le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement. Le point avec Rascando. Le comité permanent d'organisation de la 25e conférence des parties COP25 est composé des représentants des différentes parties prenantes. Pour le comité de pilotage, la mission principale de ce comité est de donner la vision, les grandes lignes directrices concernant le comité scientifique. Ce comité a pour mission de valider tous les documents stratégiques et les processus qui concourent à la participation efficiente de la Côte d'Ivoire aux différentes conférences des parties. Comité d'organisation, ce comité permet d'assurer l'organisation pratique de la participation de la Côte d'Ivoire aux différentes COP. À ce rendez-vous mondial sur le climat à Madrid, en Espagne, la Côte d'Ivoire va avec plusieurs attentes. Une meilleure prise en compte d'initiatives d'envergure régionale portant, outre le secteur énergie, sur l'agriculture intelligente face au climat, la gestion des ressources en eau, la gestion intégrée des déchets et des zones côtières. Le renforcement de la mobilisation et l'accès au financement climat à travers les guichets dédiés tels que le Fonds vert climat. Un document de planification d'action nationale en vue de la réduction des polluants climatiques de courte durée de vie a été remis aux différentes parties prenantes. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2019, s'est refermé hier dimanche sur des notes positives. Plus de 238 milliards de francs CFA d'intention d'investissement dans le secteur agricole. Et un des moments forts de ce SARA, le concours du plus beau taureau. Il a été remporté par le Niger qui a offert l'animal vainqueur au président Alassane Ouattara. Jean-Luc Mangbo. Voici le plus beau taureau du SARA 2019. Issu de la race Azawak du Niger, il a raflé le premier prix du concours du plus beau taureau organisé à la faveur de cette 5e édition. C'est ce bovin que l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a offert au nom du président Mahamadou Issoufou à son homologue, le président Alassane Ouattara. Il s'agit de bovins de race Azawak, dont la qualité est reconnue dans toute la sous-région. Et vous savez que le Niger est le berceau de la race Azawak. Le taureau qui fait l'objet de ce don, il fait à peu près 850 à 900 kg et il s'agit d'un taureau de portion viande. Le Niger a également offert une vache au chef de l'État ivoirien. Un geste fort apprécié par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui a réceptionné ces bovins pour le compte du président de la République. Je voudrais, au nom du Premier ministre, réceptionner donc ces animaux. Je vais les lui remettre afin qu'à son tour, il puisse les remettre au président de la République. C'est un acte fort de fraternité et d'amitié vrai. Ce sont des animaux que tout le monde regardait, que tout le monde a apprécié. Et je crois que le président de la République sera heureux de voir ces joyaux. Rappelons que le SARA 2019, qui a refermé ses portes hier dimanche, a connu une participation record de 360 000 visiteurs avec 29 pays représentés. Comment entreprendre dans le secteur agricole? Il en a aussi été question à ce SARA 2019. Les coopératives féminines du secteur en ont discuté avec la secrétaire d'État à l'autonomisation des femmes et aussi avec des femmes responsables d'institutions internationales sur le sol ivoirien. Noël Niagno. Eve Accro, responsable de la coopérative des femmes de Mondoukou, spécialisée dans la production de charbon à base de coque de noix de coco, vend son projet pour le rendre bancable. Nous sommes au SARA, Salon de l'Agriculture édition 2019. Comme elle, une dizaine de responsables de coopératives du secteur agricole sont là.
Avec force argument, elles ont montré et démontré ce qu'elles ambitionnent de faire pour sortir de la précarité et devenir autonomes, voire de vrais entrepreneurs. Devant elles, pour les écouter, vendre leurs projets, la secrétaire d'État Miss Belmondo Dogo, entourée pour la circonstance de l'ambassadrice des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, la fondation de Lady Agri et de la responsable de l'ONU Femmes. Constat, le test est réussi. Ce sont des femmes très fortes et je suis très heureuse de voir qu'elles se sont réunies en coopérative parce qu'en fait, c'est aussi ce que nous, aux Pays-Bas, on a fait avec les petits entrepreneurs dans l'agriculture, ce sont des coopératives. Conséquence immédiate, des portes d'opportunité vont s'ouvrir à elles. C'est une association pour faire une promotion de l'entrepreneuriat féminin dans les milieux agriculture. Donc c'est pour accélérer l'accès au financement. On travaille en partenariat avec la Banque hollandaise de développement. Et cela avec une leçon de choses. Au niveau du système des Nations Unies, nous avons réfléchi pendant un certain temps sur l'appui que nous pourrions apporter aux femmes dans le secteur agricole. Donc les choses se concrétisent de plus en plus. Le maître d'œuvre est Miss Belmondo Dogo. Elle est heureuse de la performance de ses produits. Pour celles qui font le vivrier, le manioc et le riz, elles produisent suffisamment et après elles ont des pertes dans la production parce qu'elles n'arrivent pas à transformer. Et pour celle qui fait la transformation de la noix de coco au charbon, c'est de lui apporter tout notre accompagnement, faire en sorte que ce qu'elle savent faire puisse être connu de la nation ivoirienne. Dans le monde agricole, on peut qualifier ces femmes de bonnes semences. Reste à les ensemencer sur une bonne terre avec les investissements conséquents. Et bonjour aux bonnes perspectives pour l'agriculture ivoirienne. 4e pont d'Abidjan, la phase de libération des emprises de l'ouvrage a démarré par le bidonville de Boribana dans la commune d'Atekoubé, Lanciné Bakayoko. Boribana, la course est véritablement terminée. À l'offensive, ces deux pelles hydrauliques aux dents longues, déterminées à libérer les emprises du viaduc du 4e pont d'Abidjan, occupé par 402 personnes. Pour les concerner encore à la recherche d'un hypothétique trésor caché, c'est toute une partie de vie qui s'écroule. Le sentiment qui nous affecte présentement, c'est le fait de quitter notre village aujourd'hui, de voir le village en train de partir. Pour cette première opération de démolition qui ne frappe pas tout Boribana, le gouvernement aura fait preuve d'humanité. Les populations de cette zone ont été effectivement indemnisées. Le projet vraiment a voulu être de manière participative. On a associé le collectif des habitants de Boribana. Vous les voyez même, ils sont avec nous. C'est avec eux qu'on a matérialisé effectivement tous les bâtis qui doivent être effectivement libérés. Pour dire qu'on vraiment, on les implique au maximum dans l'opération que nous sommes en train de mener pour que ce ne soit pas une opération de force. Les propriétaires non résidents et les locataires ont ainsi reçu des chèques ou des ordres de virement. Quant aux propriétaires résidents, ils ont été relogés temporairement aux frais de l'État en attendant la construction de leur maison. 5 terrains de 68 hectares ont d'ailleurs été acquis à Anyama et à Sangon. Aujourd'hui, seules 4 familles ont refusé de s'inscrire dans le schéma de négociation proposé par le projet. Le coût du mètre carré du bâti, chez nous ici, varie entre 81 000 et 92 770 francs. Nous avons demandé au projet d'appliquer ce barème, ça pose problème, il refuse de l'appliquer. Si le blocage persiste, la justice sera saisie pour décision. Le prix d'excellence de la bonne gouvernance et de la performance a été décerné à 10 entreprises ayant de bonnes performances sur les 3 derniers exercices. Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État a instauré ce prix pour promouvoir la bonne gouvernance et la performance dans les services publics. Nadia Edja et Cheikh Koné. À l'annonce du super prix de la gouvernance des entreprises publiques, une explosion de joie. L'agence de gestion des routes AGERoutes vient de rafler la palme devant 8 autres entreprises lauréates des prix sectoriels. Au préalable, la structure avait été distinguée lauréate du premier prix de la catégorie performance économique et financière, entreprise non marchande. Nous travaillons dans un secteur très difficile, les routes, ça sert à tout le monde et nous devons être vraiment rigoureux dans ce que nous faisons. Et c'est ce travail-là que nous avons abattu depuis mon arrivée donc à la tête de l'AGERoute. Outre l'AGERoute, 9 lauréats ont été distingués dans les 3 prix sectoriels. Tout le monde s'est impliqué pour l'obtention aujourd'hui de ce prix.
Donc mes remerciements vont vers mes collaborateurs d'abord, ainsi que vers ma famille. C'est une fierté. Toute l'équipe du FED dédie ce prix au directeur général du Fonds d'entretien routier qui nous inculque le travail d'équipe et le travail bien fait. Cette initiative vise à encourager ces acteurs qui ont contribué à la performance budgétaire de l'État au cours de ces 3 dernières années. Ce qui importe, c'est de faire en sorte que les entreprises publiques ivoiriennes soient capables de conquérir des marchés à l'international et porter haut le flambeau ivoirien. Cette première édition du prix de la gouvernance des entreprises publiques a été couronnée par la distinction symbolique du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Il a reçu le prix de l'innovation de la part de ses collaborateurs. Les femmes de Hermankono dans le Lodjibois aspirent à l'autonomisation et au développement. Elles se sont réunies pour faire un bilan des actions de développement dont elles bénéficient et aussi toute leur région à travers le programme social du gouvernement. Alexis Ouedraogo. Les femmes de Hermankono dans la région du Lodjibois reconnaissant au gouvernement pour les projets de développement réalisés. Réunies au sein de l'association Bankadi, elles rendent hommage au chef de l'État. Grâce aux actions de la paix et de la réconciliation menées par le président de la République, Alassane Ouattara, et la femme de son gouvernement, nous marchons allègrement sur les sentiers faits de valeurs altières. Nous, femmes de Bankadi, nous réussirons parce que nous avons Dieu avec nous. Nous réussirons parce que nous avons Dominique Ouattara avec nous. Nous réussirons parce que nous avons Soumaoro Binta Aïdara avec nous. Au nom de la marraine de la cérémonie, Binta Soumaoro, épouse du président de l'Assemblée nationale, le député Famoussa Koulibaly félicite les femmes pour leur bravoure. Je suis aussi ravi de constater qu'au-delà de la promotion de ces valeurs, vous avez fait de la lutte contre la pauvreté votre cheval de bataille. Ainsi, j'ai constaté que vous avez mis en place pour nos sœurs de Hermankono des activités génératrices de revenus afin de rendre indépendantes nos braves femmes du Lodjibois. Des dons constitués de 2 tricycles, de pulvérisateurs et autres articles d'un montant de 16 millions ont été faits aux populations. L'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien a tenu son 4e congrès. Les militantes se sont mobilisées pour ce rendez-vous qui a vu l'élection de Anne Niaoré au poste de secrétaire national. Moussa Konaté. Les femmes du Front populaire ivoirien en ordre de bataille pour les élections prochaines. Pour mener à bien leur mission, elles portent leur choix sur Anne Niaoré, élue à l'unanimité à ce 4e congrès ordinaire de l'Organisation des femmes du FPI. Ma première action, ce sera de sillonner la Côte d'Ivoire avec mes camarades pour aller porter le message du Front populaire ivoirien pour les futures échéances électorales qui approchent à grands pas. Parce que là, le FPI est un parti d'élection. Donc nous n'avons aucunement pas l'intention d'être absents aux prochaines élections. L'OFP debout pour la reconquête du pouvoir avec Pascal Afine-Guessan, thème de ce congrès. Le président du Front populaire ivoirien venu apporter son soutien aux femmes de son parti. Les élections qui arrivent, on est prêts. Et dans les élections qui arrivent, vous les femmes, vous connaissez votre rôle. Le sacrifice que la Côte d'Ivoire attend de vous, c'est que vous vous mobilisez. Vous devez être à la pointe du combat pour le changement. Vous devez être à la pointe du combat pour la victoire du Front populaire ivoirien en 2020. Les militantes du Front populaire ivoirien se disent donc prêtes à investir le terrain pour accompagner le président Pascal Afine-Guessan. On reste sur la scène politique ivoirienne qui accueille un tout nouveau parti. Le Parti progressiste pour la Renaissance africaine est présidé par Mamoudou Meïté, désigné lors de l'Assemblée générale constitutive. Ce parti politique veut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire au moyen de la démocratie participative. Lydie Sadia et Sidonie Davila. Le Parti progressiste pour la Renaissance africaine, PPR Africa, fait son entrée dans l'arène politique nationale. Il est présidé par Mamoudou Meïté, élu à l'unanimité des membres présents à l'Assemblée générale constitutive du parti. C'est un grand défi de cohésion sociale, de réconciliation et d'unité nationale.
Nous allons donc nous mettre au-delà des clivages religieux, des clivages ethniques, des clivages ethnocentrés, claniques, tribalistes qui ne peuvent pas faire avancer une nation. Ça, c'est une priorité fondamentale. La paix, l'amour et le vivre ensemble sont autant de valeurs qui fondent le PPR Africa. Le parti veut, à travers leur promotion, contribuer au développement politique du pays. Dans la région de la Bagoué, le ministre Bruno Nabanye-Koné, coordonnateur RHDP, a procédé à la mise sous tension de Tendara et de Nimbiasso. Les habitants de ces deux localités voient l'amélioration de leur quotidien. Une école y a également été inaugurée et un château d'eau est en voie d'être réalisé. Le reportage de Siekwasi est commenté par Hamadou Ouattara. La lumière, le bonheur pour la population. Tendara bénéficie désormais de l'électricité. Cette localité du département de Kouto, au nord de la Côte d'Ivoire, vient d'être mise sous tension par le ministre Bruno Koné, coordonnateur principal du RHDP région de la Bagoué. Quand on veut construire la fondation pour le développement, pour l'émergence, il y a des choses qui s'imposent. Parmi ces choses, il y a l'éducation. Il faut un centre de santé et il faut donner aux populations une eau qui soit potable. Il faut des voies de circulation. Et parmi ces choses qui constituent les fondations du développement et de l'émergence, il y a l'électricité. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pour cela que nous continuons de dire aux populations de faire confiance au président Alassane Ouattara et au gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que nous sommes sur la bonne trajectoire. Outre l'électricité, Tendara et ses habitants ont également un nouveau collège moderne. Les travaux de construction du château d'eau démarreront dans les prochains jours. Après Tendara, cap a été mis sur Nimbiasso. Là encore, la joie est au rendez-vous. Les populations sur place ont laissé entrevoir leur bonheur de recevoir le ministre Bruno Nabanye-Koné et sa délégation venue leur offrir l'électricité. Rappelons que dans le cadre de son programme d'électrification rurale, le gouvernement entend électrifier tous les villages de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants. Le village de Gaumont, dans le département de Sikensi, a un nouveau chef. Nanandri Bokafoué a été intronisé et il a reçu le soutien du gouvernement et de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Astou Touré et Moussa Konaté. Par ce geste, Nanandri Bokafoué devient le 8e chef du village de Gaumont, dans le département de Sikensi. Investi en présence des ministres Maurice Kwaku Bandama et Albert Mabry-Touakus, représentant le Premier ministre parrain de la cérémonie. Nous sommes très heureux d'être à cette cérémonie et nous voulons remercier tous les ministres qui ont été envoyés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui sont venus honorer notre village, qui ont donné de bons conseils au village, qui ont apporté du développement au village. Le gouvernement est prêt à accompagner notre village et au nom des cadres et des populations, nous voulons traduire notre reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au président de la République Alassane Ouattara. Fils de la région, Maurice Kwaku Bandama a exhorté les populations longtemps en désaccord avec la chefferie à mettre en avant l'intérêt commun pour le développement de la localité. Ce village était en conflit à raison de l'absence d'un chef. La désignation du chef a toujours posé problème et grâce à la vigilance et au dynamisme dans le préfet, ce village s'est trouvé un chef. Le chef du gouvernement nous a autorisé, le ministre Mabry et moi, de venir apporter son appui pour l'installation de ce chef. Le gouvernement a fait plusieurs dons en faveur des femmes, des jeunes et chefs traditionnels d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Albert Mabry-Touakus a invité le nouveau chef à être à l'écoute des populations et à œuvrer à la consolidation de la paix dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Nous avons tenu à lui dire donc de se mettre entièrement à la disposition des populations, mais surtout à demander aux grandes familles, aux chefs de terre, à la notabilité, aux jeunes et aux femmes de lui apporter le soutien. Et nous avons demandé aux populations de Gaumont de faire en sorte de ne pas donner tort à ceux qui pensent que le processus qui vient d'aboutir est fragile. Nous leur faisons confiance, nous les accompagnerons. L'intronisation de Nanandri Bokafoué Fimé a été précédée de la pose de la première pierre de la brigade de gendarmerie
et de la résidence du sous-préfet. L'actualité internationale est marquée par cet hommage aux 13 soldats tués en opération au Mali le 25 novembre dernier. Ce lundi, à l'hôtel des Invalides à Paris, le chef de l'État français Emmanuel Macron et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ont rendu hommage à ces soldats français tombés au Mali lors d'une opération anti-djihadiste. Le Mali a déjà perdu près de 150 hommes ces 2 derniers mois. On rappelle pour terminer que le président Alassane Ouattara est à Dakar au Sénégal. Il prend part à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Merci à tous de votre attention. Marine Cognan sera chez vous à 23h pour d'autres informations. Bonsoir et à demain sur RTI 1.